L'anthropologie d'Aristote. L'être humain n'est pas une machine. Qu'est-ce que l'homme? En voilà une question, une immense question à laquelle Aristote cherche une réponse. Et la réponse d'Aristote est une réponse simple. Elle est très connue, cette définition d'Aristote et de l'humanité. Pour Aristote, un être humain est un animal raisonnable. Et nous allons réfléchir justement sur ce qu'on peut appeler l'anthropologie aristotélicienne. Une anthropologie, c'est une réflexion sur l'homme. Et cette réflexion sur l'homme est absolument indispensable lorsqu'on veut réfléchir sur le management, puisque le management est fait par des hommes, pour des êtres humains. Il y a deux choses différentes qu'il faut bien voir. Il y a une anthropologie de la connaissance et une anthropologie du désir. Nous verrons plus tard l'anthropologie du désir et nous allons nous concentrer sur l'anthropologie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être vivant et non pas une machine. Et cet être vivant est chez Aristote constitué de 3 étages. Il y a l'étage de la sensation externe, le toucher, l'ouïe, la vision, l'odorat, le goût. Ce sont des sensations primaires absolument essentielles et c'est très important chez Aristote parce que pour Aristote, l'homme n'est pas comme chez Descartes, quelqu'un qui dit « je pense donc je suis ». Pour Aristote, l'être humain est d'abord quelqu'un qui est dans la sensation et c'est par cette sensation qu'il va se nourrir et nourrir l'ensemble de ses connaissances. Voilà, donc sensation externe. Il y a également le deuxième étage de toutes les sensations internes qui sont liées à l'imagination et la mémoire, et le troisième étage qui est la raison. Alors, je voudrais d'abord parler de ces sensations externes. Nous avons une expérience nouvelle de ces sensations externes, notamment par le télétravail. C'est très intéressant la question du télétravail, parce qu'au fond, dans le télétravail, nous communiquons à travers 2 sens essentiellement. Le sens de l'ouïe et le sens de la vue. Nous communiquons par l'écran et par le micro, et ce sont des filtres. Et c'est très curieux de voir comme des gens qui font des conférences via les écrans, eh bien voir comme ces gens sont en frustration. Il y a un certain nombre de spécialistes qui parlent d'une faim sensorielle, comme si les gens étaient en déficit sensoriel. Il manque quelque chose à leur relation, à travers leur relation par l'écran et par le micro. Et qu'est-ce qui manque? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est une question qui est très aristotélicienne et qui pose la question également de l'être humain dans le travail. Nous sommes des êtres de sensation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous sommes ce qu'on appelle en présentiel, lorsque l'on est devant la présence de l'autre, lorsque l'on est devant le corps de l'autre, il y a une multitude de perceptions qui se développent, qui sont ce que Leibniz appelait des petites perceptions, mais qui sont un ensemble de flux sensoriels et qui vont venir nourrir notre relation interpersonnelle. C'est très important, et c'est très important chez Aristote, qui parle du toucher comme le sens de la certitude. Quand j'ai besoin de connaître quelqu'un, eh bien je vais le prendre, je vais lui serrer la main, et je vais avoir une sensation ne serait-ce que par cette poignée, et que je ne peux pas avoir à travers l'écran. Donc, vous voyez, le toucher, la vision, je vais voir tout un tas de choses, parce que la vision par l'écran est toujours une vision qui est partielle, qui est partiale, qui est manipulée, manipulatoire, alors que dans le réel, je ne peux pas tricher, je me montre tel que je suis. C'est extrêmement important parce que l'être humain est fait de sensations et de sensations externes. Le présentiel met en évidence précisément le fait que nous avons besoin de passer par là pour nous connaître et pour connaître le monde. Le monde n'est pas fait par des écrans que l'on pilote, il est fait par des sensations qui nous sollicitent et auxquelles nous répondons. Première chose, premier étage de la vie, de l'enfance jusqu'à l'adulte, le monde de la sensation externe est absolument fondamental chez Aristote. La deuxième chose, c'est les sensations internes. Les sensations internes, eh bien, c'est l'ensemble des images, des mémoires, des souvenirs, des fuites et des attirances que l'on a à l'intérieur de soi et qui vont venir animer notre vie intérieure. Ce sont des images. Vous savez, ces 2 étages-là, dit Aristote, nous sont en commun avec les animaux. Les animaux sont doués de sens externes et ils sont également doués de sens interne, nous le savons très bien, les chiens, les dauphins, les pieuvres, etc. sont capables d'imagination, sont capables d'anticipation, et l'être humain
a également cette capacité, souvent instinctive ou en tout cas très liée à l'instinct, qui lui permet de comprendre, de deviner, d'avoir des sensations qui sont extrêmement riches et qui permettent précisément aux êtres humains de sentir beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas exprimées et qui ne sont pas encore liées au pouvoir de la raison. Voilà. En ce sens-là, chez Aristote, l'être humain est un animal. C'est pas simplement une raison, une pensée, une rationalité. C'est d'abord un animal. Nous avons en commun avec le monde des animaux précisément ce domaine-là et qui fait que nous sommes intégrés dans la nature. L'être humain a une part qui est fondamentalement naturelle, pas seulement biologique, mais naturelle chez Aristote, c'est-à-dire doué d'un mouvement qui lui est propre. Voilà, la sensation externe, la sensation interne. Il y a évidemment ce troisième étage qui est la raison. Alors on a beaucoup ri de cet aspect animal raisonnable. Penses-tu raisonnable? Est-ce que l'on peut faire plus raisonnable? Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'être humain est raisonnable quand on sait les guerres, les violences, les horreurs dont l'humanité est capable? Quand Aristote dit que l'homme est un être raisonnable, il ne dit pas qu'il est toujours dans une bonne raison, il veut simplement dire qu'il est capable de raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'être humain a une capacité de conceptualiser, il est capable de juger des choses, il est capable de choix, il est capable d'argumentation. Extrêmement important. Parce que c'est accès à la parole. Nous parlons. Et lorsque nous parlons, eh bien, nous développons un discours et ce discours est effectivement lié à des définitions que nous donnons. Dans le monde du management, dans le monde de la vie du travail, dans le monde de l'entreprise, c'est absolument indispensable de se mettre d'accord sur des définitions de valeurs, des définitions de process, etc., qui sont extrêmement importants à mettre ensemble. La meilleure des définitions est la définition que l'on partage. Jugement, parce que, effectivement, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Un homme ou une femme de jugement, c'est quelqu'un qui est capable de se positionner, de positionner son activité de telle façon qu'elle soit meilleure que si elle n'était pas réfléchie. Et puis, il y a également cette argumentation, nous le savons, c'est tellement important en termes marketing et en termes commercial. L'argumentation, c'est le fait d'être capable de développer les raisons, de mettre en évidence les raisons qui font que tel produit est meilleur qu'un autre, que tel process est meilleur qu'un autre, etc. Cette rationalité est vraiment extrêmement importante. Voilà. L'homme est un animal raisonnable, c'est un animal qui est doué de sensations internes, de représentations internes. C'est aussi quelqu'un qui est capable de réflexion, qui est capable de comprendre, et je dirais même qui a besoin de comprendre et d'échanger avec les autres. Et c'est en ce sens-là que la communication doit utiliser tous ces registres. La sensation externe doit utiliser, qu'est-ce que c'est qu'un pitch? Un pitch, c'est le fait que justement on raconte une histoire qui est concrète, une histoire qui est imagée, une histoire qui est facile à mémoriser. Et donc, les gens entrent facilement là-dedans, et à travers ce registre de la sensation externe et interne, ils sont capables précisément d'accéder au registre de l'intelligence, qui est toujours plus difficile. Voilà, donc en ce sens-là, et je vous terminerai justement sur cette réflexion sur la rationalité de l'être humain. Parce qu'en termes de management, il y a deux sortes de rationalité. Il y a la rationalité des process, parce que la technique, eh bien, c'est précisément des process qui sont extrêmement rationnels et qui peuvent être rationnels. C'est le zéro défaut. Alors que les êtres humains ne sont jamais gérés de la même manière. Il n'y a pas de rationalité. Il y a beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre du raisonnable. Il faut être raisonnable avec les êtres humains, il faut être rationnel avec les choses. À partir du moment où on comprend cette distinction fondamentale, à ce moment-là, les êtres humains sont capables d'initiative, de convergence, de consensus, de travailler ensemble, alors que quand on les met dans des process qui sont très rationnels, ils se sentent contraints et la contrainte va à l'encontre même de leur efficacité. Voilà, donc c'est pour ça que je crois qu'effectivement cette question de l'anthropologie est très importante. Nous sommes dans une société individualiste, nous sommes dans une société où l'on demande aux gens de travailler d'une façon extrêmement mécanique qui conduit à des burn-out. La vision d'Aristote, la vision anthropologique d'Aristote, la vision de l'être humain selon Aristote est une vision qui respecte le côté à la fois très humble de nos sensations externes, la richesse de nos sensations internes et également la logique et la rationalité de notre réflexion.
C'est en ce sens-là que je parlerai effectivement d'une vision anthropologique équilibrée.